31 juillet 1914. Il est déjà 21h40. Tout à coup, le brise-bise s'agite brutalement et se déplace. Une main s'avance vers la tête de Jaurès. Un scintillement de nickel, 2 éclairs, 2 claquements. Dès le premier, Jean Jaurès s'est incliné doucement sur le côté gauche. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Parce qu'il était contre la guerre ? Il n'était pas le seul. Parce qu'il aurait pu l'empêcher ? Certainement plus, en ce funeste 31 juillet 1914. Alors, pourquoi ? En 1885, à 26 ans, Jaurès est élu plus jeune député de France. Dès son entrée au Palais Bourbon, il combat pour la justice sociale, dans cette France où le sort du peuple demeure aux mains d'une féodalité économique. Agrégé de philosophie, il s'est forgé par le sentiment et la pensée une foi inébranlable en l'esprit humain et le progrès. Jaurès n'est pas un simple contestataire ou un révolté. Son socialisme ne consiste pas à imposer par la violence et le dogme la domination du prolétariat. Les multiples chapelles socialistes existantes dans sa jeunesse ne lui semblent pas en mesure de réaliser cet idéal. Il engage sa vie à l'édification d'un socialisme capable d'accomplir dans l'exercice du pouvoir les promesses révolutionnaires de l'idéal républicain. Tout homme a dès maintenant un droit sur les moyens de développement qu'a créé l'humanité. Ce n'est donc pas une personne humaine, toute débile et toute nue, exposée à toutes les oppressions et à toutes les exploitations qui vient au monde. C'est une personne investie d'un droit et qui peut revendiquer, pour son entier développement, le libre usage des moyens de travail accumulés par l'effort humain. Tout individu humain a droit à l'entière croissance. Il a donc le droit d'exiger de l'humanité tout ce qui peut seconder son effort. Il a le droit de travailler, de produire, de créer, sans qu'aucune catégorie d'hommes soumette son travail à une usure et à un joug. Et comme la communauté ne peut assurer le droit de l'individu qu'en mettant à sa disposition les moyens de produire, il faut que la communauté elle-même soit investie sur ses moyens de produire d'un droit souverain de propriété. Pour que cela devienne réalité, Jaurès va mener les combats cruciaux. Nationalisation de la Banque de France, création d'une armée citoyenne, innovation technologique et travail qualifié, instauration de l'impôt sur le revenu et éducation républicaine. 20 ans plus tard, en 1905, Jaurès parvient à dépasser toutes les querelles de chapelle et unit les socialistes au sein de la SFIO. Un an avant, il venait de créer un quotidien national et indépendant des intérêts financiers, l'Humanité, une arme massive d'éducation populaire et d'action politique. Jaurès devient progressivement un véritable homme d'État, capable d'unir le peuple et d'exercer les responsabilités du pouvoir. Il a l'aura, la crédibilité, l'envergure, les idées et la générosité que les autres n'ont pas. Il n'est ni un opposant vitupérant, ni un ultra que l'on peut réprimer. Sa pensée évite tous les pièges de l'époque. Chauvinisme, affairisme, anticléricalisme, antigermanisme, colonialisme, antisémitisme, libéralisme, bref, tout ce qui rend les gens et les dirigeants manipulables et opposables. Dès la fin des années 1890, sa simple existence est devenue une menace pour l'ordre établi. Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l'orage. Il n'y avait que 2 choix, soit la République jaurétienne, soit la guerre. Lorsque dans sa fuite en avant coloniale,
la France s'arroge le Maroc au détriment de l'Allemagne, Jaurès déclare avec lucidité « Pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c'était ouvrir à l'Europe l'ère des ambitions, des convoitises et des conflits. » En 1910, Jaurès crée la stupeur dans l'establishment parisien. Avec l'armée nouvelle et sa proposition de loi qui l'accompagne, nous y reviendrons dans un prochain épisode, il montre comment organiser une armée citoyenne capable de dissuader l'Allemagne d'attaquer. En 1913, il mobilise l'opinion contre la fameuse loi des 3 ans, visant à accroître la durée du service militaire. Ils auront beau prolonger les éclats de leur musique nationaliste, cette loi d'imbécilité monumentale, ce Titanic de sottise et d'arbitraire, descendra lentement, mais sûrement sous les flanflons de l'orchestre réactionnaire, dans une mer glacée. Jaurès réunit 150 000 personnes pour son discours au Pré-Saint-Gervais et sa pétition recueille 730 000 signatures. Jaurès est devenu l'ennemi numéro 1 des va-t-en-guerre. Mais il échoue, la loi est adoptée. Il va alors profiter du débat budgétaire provoqué par cette loi pour remettre sur la table un débat vieux comme la République, l'instauration d'un impôt sur le revenu. Les possédants sont horrifiés, dénoncent l'inquisition fiscale, le populisme. Mais allié à l'influent député Joseph Caillaux, Jaurès réalise l'impensable. Après 70 ans de combat, l'impôt progressif est enfin voté. Bientôt de la loi militaire, il ne restera plus que l'impôt sur le revenu. Début 1914, les radicaux socialistes de Joseph Caillaux sont en pole position pour les élections législatives du mois d'avril. Caillaux est en passe de devenir chef du gouvernement. Sa politique ? Empêcher la guerre. Comment ? En nommant Jean Jaurès ministre des Affaires étrangères. La presse nationale, subventionnée par les marchands de canons, réagit en lançant contre Caillaux une campagne de dénigrement sans précédent. Elle n'empêchera pas la victoire des radicaux socialistes, mais parviendra à discréditer suffisamment Caillaux. Atteinte dans son honneur, l'épouse de Caillaux va assassiner le directeur du Figaro quelques semaines avant les élections. L'accession au pouvoir de Caillaux, et donc de Jaurès, est arrêtée in extremis. Les possédants l'ont échappé belle, mais ils ne peuvent plus tolérer cette opposition. Jaurès, constamment diffamé par la presse depuis 20 ans, voit les attaques contre lui redoubler. Même au cœur de l'Assemblée, Jaurès est hué et insulté. Il dénoncera alors devant cette chambre le perpétuel appel à l'assassinat lancé contre lui. Jaurès était alors à la tête du deuxième plus important groupe parlementaire, les socialistes venant de remporter 102 sièges aux législatives du printemps 1914. Ses interventions, ses idées, son aura, son âme symphonique étaient capables de créer l'unité au-delà des discordes. Il était craint. Après la fièvre nationaliste de 1914 et l'interminable cauchemar des tranchées, la France était brisée et le socialisme décomposé. En tuant Jaurès, ils ont cru pouvoir se débarrasser de ces idées.